Podcast, créateur de podcasts en Corse. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à Ajaccio, on va tout révolutionner. Bon, évidemment, on se prend toutes les portes fermées. Et il y a le serveur qui voit nos CV qui dit « Vous cherchez du boulot ?» Non, parce que vous commencez demain si vous voulez. Donc vraiment, pourquoi la communication ? J'ai l'impression que c'est dans mon sang depuis toujours sans que je le sache. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est juste me faire plaisir dans les projets que je mène et allier ça avec une vie personnelle épanouie. Entreprendre seul ou avec des associés. Lever des fonds. Manager. Gérer une forte croissance. Comment entreprendre en Corse et qui sont celles et ceux qui entreprennent ? Je suis Audrey Royer, bienvenue dans Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Disponible sur YouTube et sur les plateformes de podcast, proposée par Podcast et la M3E et financée par la M3E et BPI France. Nouveau petit fonctionnement aussi, c'est qu'il y a des petites cartes au milieu. D'accord. Et quand je te le dirai, tu pourras retourner une petite carte. Oh, c'est ludique. Oui. Est-ce que ça va pour Oui. toi ? Tu es bien ? Ouais, très Ouais. Ben, première petite carte. bien. Ok. Qui est Laetitia Vintourigne ? C'est vaste. Oui. Alors, tu prends de là où tu L'angle Ouais. que je veux. Ok. Laetitia Vintourigne, alors aujourd'hui je la vois comme un angle professionnel avec cet angle-là. Donc Laetitia Vintourigne, elle est directrice générale de l'agence de communication Qualita, dans laquelle je suis associée avec mon mari depuis aujourd'hui 6 ans cet été. On a fêté notre 6e anniversaire. L'agence Qualita qui est une agence de communication qui accompagne les entreprises dans leur présence sur le web. À côté de ça, j'ai 35 ans, j'habite à Ajaccio, à côté d'Ajaccio. Je suis née ici, je suis partie faire mes études et je suis revenue là il y a 10 ans quand même, ça commence à faire. Et je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et c'est un challenge au quotidien d'allier cette casquette de professionnelle, de maman et de femme. Et voilà, je crois que c'est un petit résumé. Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours ? Du coup, tu es partie faire des études Oui. de communication. Pas tout de suite. Non. D'abord, j'ai fait de l'économie. Après, j'ai fait une licence de langue étrangère. Je voulais continuer dans les langues étrangères, mais c'est vrai qu'au début, on fait ce qui nous plaît et pas forcément ce sur quoi on a des perspectives d'évolution et de travail. Et en fait, avec ma licence en poche, je me suis dit, je vois pas comment je vais poursuivre ça au niveau professionnel. Il n'y a rien qui m'intéresse de particulier. Ouais. Pas Traductrice, des choses comme ça. Ouais, la traduction, l'enseignement, le commerce, c'était pas forcément des choses qui m'intéressaient à ce moment-là. Donc, j'ai cherché ce que je pouvais faire. Et il y a une école de communication qui m'a ouvert ses portes. Où, j'avais déjà quand même un petit peu fait dans mon temps de bénévole ou de stage, de l'événementiel ou des choses qui touchaient à la communication. J'avais travaillé aussi chez une photographe, donc j'avais fait un peu de retouche photo. Donc, au final, je suis rentrée en master de communication. Et là, je me suis dit, OK, bon, c'est plutôt ma voie. Maintenant que j'ai découvert ce que c'était le monde de la communication de manière générale, il va falloir que je trouve une spécialité. Okay. Et donc là, j'ai fait le début de mes études à Aix-en-Provence. C'est un petit peu le palier lorsqu'on part d'ici, on va à Aix-en-Provence. Et, où il y a plus de Corse que de locaux. C'est ça, Marseille, dans le sud, en tout cas, voilà. Mais après, c'est une école à Paris qui m'a beaucoup intéressée, qui était Sup de Pub. Donc, j'ai recommencé un master là-bas. Et là, je me suis spécialisée. En fait, j'ai fait qu'une année à Aix dans le côté... c'était plutôt création publicitaire, avec vraiment le côté pub télévisuel. Qui m'a ouvert les portes de la communication, mais qui n'était pas forcément vers quoi je me sentais vraiment attirée. Donc, Sup de Pub, là plutôt dans le brain content et dans la création de contenu et dans le digital. Et c'est là que je me suis épanouie et que j'ai rencontré mon mari qui est devenu après mon mari et mon associé. On a bossé ensemble à Paris en alternance pendant 1 an. On a eu aussi la même entreprise en plus de la même école. Et nos compétences étaient vraiment complémentaires et on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire, on va bosser ensemble. Ouais. Du coup, vous décidez de rentrer ici à ce moment-là. Du coup, on décide de rentrer ici. Lui est d'abord à son compte. Avant d'être dans la com, ici, on se dit, ouais, on a nos masters en poche. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à Ajaccio. On va tout révolutionner. Bon, évidemment, on se prend toutes les portes fermées, les murs, voilà. Donc, on commence très humblement par faire une saison au Glacier du Port qui a bercé mon enfance et mon adolescence sur mes étés. Et c'était un petit peu la nostalgie.
Et on a encore bossé ensemble. On se retrouvait toujours à bosser ensemble partout. Et ça se passait bien. Ça se passait très bien, mais c'était jamais vraiment un choix au final. Ouais. On se disait pas on va bosser ensemble. Pour l'anecdote, Glacier du Port, on était tous les deux en train de démarcher pour trouver un boulot à Ajaccio. Et on se rejoint en fin de journée avec nos CV qu'on n'avait pas fini de distribuer. On se prend une glace au Glacier du Port, on débriefe sur nos recherches séparées. Et il y a le serveur qui voit nos CV qui dit vous cherchez du boulot ? Non, parce que vous commencez demain si vous voulez. On a dit ok, tous les deux en cuisine. Punaise, c'est dingue. Donc on dit ok, on est là pour travailler, on verra bien ce qui se passe. Et puis ensuite après, c'était pour la saison, Jian est passé à son compte dans la création de sites web. Et moi, j'ai trouvé un boulot super intéressant pour un syndicat agricole où j'alternais l'accompagnement des jeunes qui s'installent en agriculture avec la communication de la structure, mais aussi du manger local. Donc, c'était super intéressant pour moi d'avoir ces deux casquettes. Et ça m'a permis de garder le pied dans la communication. Et ensuite, Jian m'a peu un peu délégué des missions de son travail qu'il ne réalisait pas lui-même pour étendre son activité. Je manquais, en fait, je pense que c'est mes compétences qui manquaient à ses clients parce qu'il avait vraiment que la partie web. Et donc, moi, je faisais un peu de création graphique et donc, je complémentais son activité. Et au final, on a dit, on va faire une structure vraie, tous les deux, qui va vraiment poser les choses au niveau légal. On a chacun notre part, on fait chacun notre boulot. Et pour avoir une communication, une société de communication un peu 360. C'est ça. Alors 360, c'est vrai qu'à deux, c'était pas forcément facile parce que on peut pas à deux avoir toutes les compétences de la communication, mais en tout cas effectivement avoir un panel d'activités à proposer à ses clients bien plus que la création de site web. J'ai fait un peu les deux casquettes avec mon boulot salarié parce que il y a toujours cette sécurité qu'on a besoin de garder au début, et quand on a vu que ça marchait, quand j'avais plus de week-end, plus de soirs, plus du tout de temps pour moi, on a dit ok, on passe temps plein sur la société. Et c'est là effectivement qu'on s'est dit une agence 360 ce serait pas mal, et qu'on a commencé à recruter des gens avec nous. Ok, très bien. Est-ce que tu veux bien retirer un papier s'il te plaît? Pourquoi la communication? Moi au départ c'était ma passion et c'était les langues. Et c'est quand même un biais de communication assez important. Alors, pas la communication comme on l'entend pour l'accompagnement des entreprises, mais c'est un moyen de communication. J'ai l'impression que tu es vraiment passionnée par la communication. Parce qu'à chaque fois, en parlant toutes les deux, vraiment... Et alors, écoute, non seulement, la communication vraiment au sens très large, et en plus, fun fact, c'est qu'il y a quelques années, ma mère a retrouvé le thème astral qu'elle a fait faire à ma naissance par quelqu'un qu'elle connaissait. Ma mère qui ne croyait pas forcément à ça, qui était plutôt cartésienne, mais quelqu'un le faisait, elle lui a proposé de me le faire, et elle l'a fait. Et on l'a ressorti, et c'est assez impressionnant parce que c'est la communication, les langues, les médias, l'écriture, enfin voilà, en gros c'est tout ce qui ressort sur ce côté professionnel. Bon, je te passe le côté aussi perso qui est moi. Mais, fan de podcast, c'est ça hein. T'en écoutes même en dormant. C'est ça. On n'est pas forcément jusqu'à ce niveau de détail, mais c'est vrai que comme est décrite ma personnalité, c'est vraiment précis. Et surtout, ce qui m'a frappée, c'est ces notes sur la communication qui sont vraiment mot pour mot mes missions du quotidien. Et là, je me dis, c'est fou, quelqu'un l'avait prédit 30 ans avant, quoi. Ouais. Et donc, vraiment, pourquoi la communication? J'ai l'impression que c'est dans mon sang depuis toujours sans que je le sache. Et donc, j'ai été amenée à ça. Au final, lorsque j'étais dans les langues, je voulais faire le master qui était associé à ma licence. Et en fait, j'ai appris au mois de septembre qu'il n'allait pas ouvrir. Du coup, je me suis retrouvée à dire, j'ai besoin d'un plan B que je n'avais pas du tout prévu. Et c'est cette école de communication qui m'a ouvert ses portes. Et au départ, je me suis dit, je fais 1 an. Et puis, si c'est pas trop ce que je voulais faire, je referai le master que j'avais prévu l'an prochain. Je perdrai que 1 an. Quand on a une vingtaine d'années, 1 an, c'est pas ce qui nous freine. Voilà. Et finalement, je me suis dit, non, donc là, c'était plutôt vraiment. Par hasard, vraiment cette école de communication qui au final m'a initiée à vraiment ce qu'était la communication pour les entreprises, ce dont j'avais absolument pas connaissance avant. Est-ce que tu penses que quand tu as commencé tes études, tu avais déjà cette petite envie de créer ton entreprise? Écoute, c'est marrant parce que de toute ma vie, j'ai toujours créé des entreprises fictives. C'est-à-dire que déjà, quand j'étais au collège,
On avait avec plusieurs de mes copines, je lançais toujours des trucs où pendant les récrés, les pauses, on avait des petites entreprises alors où on échangeait, on rackettait pas les autres élèves, hein, on échangeait pas, on n'avait pas un business sous-marin, mais par exemple, on faisait des trucs un peu nuls d'enfants de primaire au collège avec des cocottes en papier qu'on échangeait contre des magazines, des trucs. Okay. C'était on avait cette espèce de fiche avec tant de produits vendus égale ça coûte tant. Enfin, c'était vraiment le format entrepreneurial avec quelqu'un qui se chargeait de la com, quelqu'un qui se chargeait de vendre et moi qui créais les produits. J'ai jamais été dans le commercial, moi, tu vois, même depuis toujours. Vendre les trucs, ça n'a jamais été ma partie préférée. Mais par contre, créer les offres et me dire de quelle façon originale je vais accompagner. Ouais, voilà, avoir ce concept et le développer jusqu'au bout, créer ce produit fini, cette offre qui va répondre à un vrai besoin. Ça a toujours été mon truc, je crois, depuis toujours. Ouais, c'est avant même en fait de rentrer dans la communication, tu avais cet esprit entrepreneurial. Ouais. Et au final, tu vois, sur ma première vraie expérience professionnelle, mon premier vrai CDI, donc je compte pas les alternances, les stages, etc., mais mon premier vrai CDI qui était un boulot salarié, c'était quand même un format assez spécial parce que tu connais le format associatif / syndical. Ouais. Et du coup, j'avais pas de patron qui était là pour une atteinte d'un objectif financier. Il y avait un bureau, un conseil d'administration qui était même pas avec moi au quotidien en fait. Donc tu étais la seule... on était 2 salariés. Okay. Mais oui, si l'argent rentrait pas, on n'était pas payé, quoi. Donc du coup, on avait cette mission de faire rentrer de l'argent. Ah d'accord. Voilà, de chercher des subventions et d'avoir des actions de communication qui permettent de faire vivre l'association qui était un syndicat mais format association en 1901. Et en fait, c'était très important, c'était notre mission de faire rentrer de l'argent. Parce que du coup, le bureau ou le conseil d'administration n'était pas impliqué dans la recherche de subventions. La recherche, non, en fait, ce sont des agriculteurs qui sont très impliqués dans la partie politique, la défense des intérêts. Ça, nous, on n'avait absolument aucune parole là-dessus. On était vraiment des administratifs. Hein. Mais les recherches de financement et comment faire vivre la structure, c'était la mission des employés. Okay. Et ça, pour le coup... J'ai eu du coup cette chance d'avoir un boulot salarié qui m'assure quand même une certaine sécurité, mais où j'avais une liberté assez énorme évidemment avec validation des élus, mais où j'avais quand même une certaine liberté de proposer des choses, des actions à faire et de chercher des financements. C'était du coup un format assez hybride pour moi qui m'a mis le pied déjà dans l'entrepreneuriat. Ouais, tu as eu un peu un parcours évolutif où, jusqu'à ce que vous décidiez de fonder l'entreprise ensemble. Tu as un parcours logique. C'est même pas péjoratif, hein, au contraire, c'est genre... c'était comme une évidence finalement à la fin quand tu es arrivé à l'entreprise, dis-moi si je me trompe, de créer cette société avec Jeanne. Ouais, je me sentais déjà à ma place. En fait, toutes mes anciennes expériences m'ont donné des petites briques pour arriver à former cette entreprise. Alors, je dis pas que j'étais déjà au point quand je l'ai formée, hein, quand on l'a créée ensemble, parce que là, franchement, ça fait 6 ans et j'apprends encore plein de choses sur l'entrepreneuriat, sur la création d'entreprise, sur la vente et même sur la communication. Donc, c'était pas tout cuit, mais ça m'a donné effectivement déjà plein de pistes pour ne pas trop tâtonner. Avant d'entreprendre, comment est-ce que tu aurais défini l'entrepreneuriat ? À quoi est-ce que tu t'attendais en lançant cette société ? C'est vrai que j'avais pas beaucoup d'exemples autour de moi, donc au départ l'entrepreneuriat pour moi c'était quelque chose qui était réservé à des grosses entreprises qui vont brasser beaucoup d'argent. J'avais pas forcément cette notion on peut être un petit entrepreneur, on peut être seul dans son bureau, on peut être à 2, on peut même avoir une équipe sans être une multinationale. Okay. Donc j'avais pas forcément cette vision réaliste de l'entrepreneuriat. Mais et puis pour moi c'était si on se lance à son compte, c'est beaucoup trop de contraintes, ce qui n'est pas faux, mais en fait, c'est des contraintes qu'on aime finalement. Mais c'était pour moi beaucoup trop d'impondérables, beaucoup trop de mystères et de flou. Avant d'entreprendre. Avant d'entreprendre, ouais. Ok. Et puis, c'est justement le fait d'avoir ces petites briques qui ont fait que ça a commencé à s'éclaircir et qu'on s'est lancé. Mais je pense que si j'avais un parcours beaucoup plus classique, salariat, avec un patron et une hiérarchie, j'aurais pas eu aussi vite en tout cas ce déclic d'entreprendre. Okay. Parce que ça m'aurait semblé un peu utopique et un peu trop hors de portée, alors qu'en fait tout le monde peut le faire. Et en entreprenant, quelle serait ta définition aujourd'hui de l'entrepreneuriat ? Tu dirais que tu as toujours cette impression que ça te
Ah non, pas Ça du t'impose tout. des choses? Pas du tout. Au contraire, au début, Ok. je pense que j'ai vraiment la vision inverse. Pour moi, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est pas une entreprise qui fait du chiffre, forcément. C'est une entreprise qui est rentable, évidemment, Oui. mais qui permet au final d'avoir les ressources financières nécessaires pour mener à bien les projets qu'elle a envie de mener. Mais aujourd'hui, au final, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est juste me faire plaisir dans les projets que je mène et allier ça avec une vie personnelle épanouie. Et au début, quand on a fondé l'entreprise, je pense comme tout entrepreneur, on a travaillé 15 heures par jour, 7 jours sur 7, parce que le format nous le permettait, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de contraintes extérieures. Mais aujourd'hui, je vois vraiment l'entrepreneuriat comme une façon de s'épanouir, et personnellement et professionnellement, et au final de gagner sa vie sur des missions qui nous intéressent. Et au final, qui nous intéressent quasiment autant que notre vie perso dans les missions qu'on fait au quotidien. Ouais, c'est un bel équilibre. Ouais, pour moi, c'est vraiment la définition de l'entrepreneuriat. Un bel équilibre pro-perso qu'on arrive à maintenir. Enfin, maintenir. Beau. L'équilibre, par définition, il est toujours remis en question, mais qu'on arrive à garder sur du long terme. C'est beau, c'est beau. On va retirer une petite carte. Août 2018. Août 2018, oui, 6 ans. Oui, effectivement, Tu parlais de 6 ans, août 2018. 13 août 2018, c'était la première, enfin le jour officiel de lancement de Qualita, mais qui, mine de rien, a été Qualita le 13 août 2018, mais existait déjà bien avant, puisque voilà, ça faisait quelques années que Gianne était à son compte, que je l'aidais, et qu'on avait déjà commencé à créer cette synergie de travailler ensemble et d'aider les entreprises. Mais effectivement, c'est là que ça a pris forme de façon... que ça a été formalisé de façon légale, quoi. Mais ça existait bien avant. Mais c'est vrai que c'est quand même une date que je garde parce que c'est le symbole de quand on a lancé quelque chose et construit quelque chose. Oui. C'est vraiment là qu'on a mis la première pierre à l'édifice, quoi. Est-ce que tu veux bien nous pitcher ton entreprise ? Oui, tout à fait, qui a beaucoup évolué depuis août 2018, mais aujourd'hui... on va reparler après de cette évolution, c'est intéressant. Aujourd'hui, Qualita, c'est une entreprise qui accompagne justement les autres entreprises, les TPE, les petites, moyennes entreprises, dans leur visibilité sur Internet. Ça passe par de la création de sites web, essentiellement, mais ça passe aussi par des accompagnements sur comment être visible. Ça peut être optimiser du contenu sur le web pour optimiser le positionnement de son site dans les résultats de recherche de Google. Ça peut être faire de la newsletter, ça peut être avoir une stratégie sur les réseaux sociaux qui est en synergie avec son site et avec ses autres outils de communication. Ça peut être créer des e-books, des choses impalpables qui peuvent accompagner les entreprises dans le développement de leur communication et dans leur visibilité. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment la mission essentielle de Qualita. C'est une entreprise qui a du mal à être visible, on va essayer de l'accompagner. Après, on travaille avec d'autres personnes vers qui on peut les rediriger quand elles ont besoin de prestations que nous, on ne va pas faire directement. Donc, ça peut être pour faire du graphisme, pour avoir de la création de logos, d'identité visuelle, de la gestion de réseaux sociaux. Tout ce qu'on ne fait pas, on peut renvoyer vers des personnes avec qui on travaille. Quand vous vous êtes lancé, du coup, tu disais, on est arrivé un peu de Paris en disant, punaise, il y a tellement tout à faire que on veut être là, en gros, c'est ça, hein, on veut être là pour les entreprises insulaires, pour les TPE, les PME, les entrepreneurs individuels, etc. Ça a été quoi, du coup, les retours ? Oula, ils étaient quasiment inexistants, mais en fait, si tu veux, on a commencé par vraiment le web et les sites web. Donc, on a regardé les sites des entreprises locales et on s'est dit, waouh, soit il n'y en a pas, ce qui est quand même... Bon, c'était il y a 10 ans, mais c'était quand même déjà... voilà. Soit il n'y en a pas, soit ils sont vraiment déjà très ringards, vétustes, déjà dépassés. Et en fait, on a eu cette espèce on a fait des flyers. Aujourd'hui, je trouve ça ridicule, mais à l'époque, écoute, on avait envie de faire un message un peu percutant, où on a écrit, on avait vraiment personnalisé pour chaque entreprise qu'on démarchait. Et on a écrit vos concurrents ont un site web et pas vous. Quelque chose comme ça. Je sais plus, c'était à peu près comme ça. Putaclic, quoi. Ouais, voilà. Et on a distribué ça partout, toutes les entreprises qui n'avaient pas de site web, on a adapté quand ils avaient un site qui était obsolète, et on a eu 0 retour.
Mais bon, on s'y attendait, non, on s'y attendait pas. Mais a posteriori, je me dis, c'est évident qu'on n'avait pas de retour, tu vois. On savait pas vraiment. C'est de les mettre un peu en concurrence, alors que potentiellement, en plus, déjà ça. Et ils puis se sentent en pas plus, forcément en concurrence, oui, je sais pas. C'est leur mettre le doigt sur vous êtes pas bon, quoi. Enfin, tu suscites pas l'intérêt de quelqu'un en leur disant qu'ils sont pas bons. Aujourd'hui, je le remarque. Et au final, donc c'est dans ça que je te dis qu'on a tellement évolué sur la compréhension de comment on s'adresse à ses clients. Parce que c'est vrai qu'au final, en formation, on nous a appris comment créer des sites, comment faire des choses propres et performantes. Par contre, on nous a pas appris à démarcher parce qu'on n'avait pas de volet entrepreneurial, on n'avait pas de volet. Et c'est vrai que ça nous a manqué au début parce qu'on savait pas comment s'adresser à nos clients. On savait comment les aider, mais on savait pas comment leur faire comprendre. La partie commerce un peu aussi. Ouais. Comment faire comprendre à ces gens qu'on peut les aider et mettre en avant ce qu'on fait. Et au final, c'est ça qu'on a commencé par développer. Bon. Moi, au début, j'étais plus sur de la création d'identité visuelle, de logo. Donc, c'était plus facile à faire comprendre que vraiment le côté numérique qui, à l'époque, était un peu moins présent. Et encore, identité visuelle, logo, oui. Identité visuelle... Bon, j'en ai pas besoin. Voilà, c'est vrai. Ouais, oui, on avait beaucoup moi, j'ai pas besoin de charte graphique, je veux juste un logo. Oui, voilà. On l'avait beaucoup, mais c'est pas grave. Soit on était déjà beaucoup dans la pédagogie. Hein, c'était déjà notre fil conducteur, expliquer, faire prendre conscience. Mais et puis quand les gens voulaient pas, on était très, on s'adaptait beaucoup à la demande. Et donc, on faisait que un logo, on faisait que voilà, on s'adaptait beaucoup. Là où aujourd'hui, là où il y a pas très longtemps, on a notre produit, il est comme ça et il est bien pensé et c'est un logo, ça va avec une charte graphique et c'est pas autrement, quoi. Mais voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, on proposait plus ce genre de service et on a de suite fait travailler notre réseau. Et c'est ça qui nous a permis de travailler très rapidement et d'être rentable rapidement. C'est que on avait déjà un réseau de partenaires ici. Mais ouais, on travaillait déjà avec la chambre, avec la CCI. On a rencontré très rapidement la M3E aussi. Pour le côté justement nous accompagner dans cette création d'entreprise. On a intégré le réseau BNI aussi dès sa création en mai 2019. Donc en fait tout, et puis bon, on avait aussi un vivier de gens qu'on connaissait qui avaient monté leur entreprise ici. Gian aussi est un ancien salarié de Good Barber, donc qui a quand même un beau réseau dans ce domaine du numérique. Donc c'est vrai que petit à petit, quand on est revenu après nos études, on s'est quand même créé ce réseau qui nous a permis de montrer nos compétences et d'avoir rapidement des clients. Donc on n'a pas eu cette période très creuse on n'a pas de clients quand même. Donc, on a eu, les premiers temps où tu rames un peu pour te faire connaître, pour asseoir ta légitimité, pour faire entendre aussi à tes clients qu'ils ont besoin de tes services, etc. C'est vrai que c'est une période assez longue pour une personne qui n'a pas de revenus. Ou... Non, c'est vrai que cette période de flottement, on ne l'a pas trop eue parce que déjà, moi, j'étais encore salariée au début. Et donc, c'est vrai que cette période, on l'a pas forcément eue. Après, comment ça a évolué, la société, du coup ? Rapidement, on a commencé à embaucher des collaborateurs jusqu'à ce qu'on soit 5. Okay. Donc, moi, je m'étais vraiment... j'avais vraiment délégué toutes mes missions de création, c'est-à-dire que je ne fais plus du tout de graphisme, j'ai plus touché de logiciel graphique depuis je ne sais pas combien d'années. Et Gian avait aussi quelqu'un qui l'aidait dans le développement de sites web parce qu'on avait beaucoup de commandes et que 2, c'était pas peu. Surtout que quand on est chef d'entreprise, on a quand même une casquette à côté de chef d'entreprise qui fait que les missions de développement, il ne pouvait plus les faire sur 100% de son temps. Donc, on avait plusieurs personnes avec qui on travaillait et qui nous permettaient de déléguer du travail. Et ça a duré en tout, on était passé à 3, 4, 5, ça a duré 3 ans à peu près. Été 2023, il y a un an maintenant. On s'est rendu compte que on n'était pas des bons managers, en tout cas ce qu'on considérait comme des bons managers. Et c'était pas un domaine sur lequel on avait vraiment envie de prendre en compétence. Parce que on peut se dire, ok, on n'est pas bon, on va se former et on va s'améliorer, quoi. Et mais finalement, on s'est dit, à 2, notre synergie marchait bien. On bossait bien ensemble. Et en fait, et puis c'est quand même autre chose quand on a des salariés. On ne peut pas les abandonner non plus. Parce que la flexibilité du chef d'entreprise, on en parlait au début. Ce que moi j'entends par l'entrepreneuriat, c'est aussi une certaine liberté dans ce qu'on peut faire. Et quand on a des salariés,
Alors on peut les laisser seuls, mais on n'a pas envie, quoi. On a envie quand même d'être les accompagner. On a envie qu'ils puissent avoir tout ce dont ils ont besoin pour travailler correctement. Et donc C'est être des enfants. absent... C'est des enfants d'une entreprise. Oui, bien sûr. Alors enfants, pas au sens où... Non, mais ils ont besoin de toi ils ont durant besoin, leur plage horaire. Et heureusement, parce que comme même nous, on a besoin d'eux et eux, ils ont besoin de nous. Mais c'est vrai que moi, je me voyais pas des fois les laisser seuls une journée entière. Donc, il y avait forcément ou Gian ou moi. Et puis, au final, c'était trop chronophage pour nous et c'est pas ce qu'on aimait faire. Ouais. Donc, et puis, on n'arrivait pas à être suffisamment rentable avec ce format-là. Donc on s'est dit, on va revenir sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire travailler ensemble comme on fait depuis le jour où on s'est rencontrés. On a travaillé ensemble avant d'être un couple, avant d'être un binôme d'entrepreneurs. Donc on sait travailler ensemble, on sait travailler à deux, on ne sait pas travailler à plus. On sait par contre avoir des très bonnes collaborations et des très bonnes relations avec d'autres entrepreneurs. Et ça, aujourd'hui, c'est le format qui nous correspond parfaitement. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas seul, parce qu'on ne peut pas pour proposer 100% des actions de communication qu'on veut proposer à nos clients en travaillant seul, mais on travaille tous les deux main dans la main sur des compétences très différentes et avec d'autres entrepreneurs qui ont chacun leur indépendance et qui, du jour au lendemain, ils veulent plus travailler avec nous, ils ont le droit. Et pareil, nous aussi, on n'a pas de relation de long terme avec chacun. Mais moi, je trouve ça fort de savoir revenir en arrière. Je trouve que c'est vraiment une qualité de tester des choses et de se dire ça pourrait fonctionner, on pourrait forcer en fait pour y arriver, monter en compétences, avoir plus de clients, se démener, etc. Et en fait juste se dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux, et dire on a testé et non, ça ne nous convient pas, et revenir en arrière parce que on a tendance à voir ce pas de recul un peu comme étant un échec. Et au final, est-ce que du coup tu respires, est-ce que ça veut dire que vous l'avez vu comme un échec ou pas ? En fait, on avait une vision, Gian et moi, on est très complémentaires aussi dans notre vision d'entrepreneuriat. Okay. Et si tu veux, moi, ça n'a jamais été une volonté d'avoir des salariés. Travailler avec d'autres gens, bien sûr. Avoir des salariés, ça n'a jamais été une de mes volontés. C'était le projet de Gian. On est une entreprise ensemble, on réfléchit, on discute ensemble. Il m'a proposé des profils. Après, on n'a pas... c'est vrai qu'on a eu la chance de ne pas, entre guillemets, embaucher n'importe qui. C'est-à-dire qu'on est formateur et on a quand même intégré dans nos équipes des gens qu'on apprécie et sur leur qualité humaine et sur leur qualité professionnelle. Donc, si ça n'a pas marché... j'ai pas vu ça comme un échec parce que c'est pas on a pris les mauvaises personnes, c'est pas on s'est précipité, non, juste c'était pas le format qui nous convenait. Et aujourd'hui, pourtant, il y a une des personnes qui était notre salarié qui a son compte et je travaille avec grand plaisir avec lui. Donc, c'est prouvé que je ne considère pas ça comme un échec. C'était le format qui ne nous convenait pas. Gian, peut-être, faudrait lui demander, mais je pense qu'il a un peu plus vu ça comme un échec parce que lui, c'était sa vision de l'entrepreneuriat. Mais comme ce n'était pas la mienne, je ne peux pas avoir vécu ça comme un échec. Pour moi, on est revenu sur le format qui était ce que j'imaginais en fait au départ. Pas toujours facile d'être à deux, surtout en couple. On sait que y a des dynamiques qui sont pas faciles quand on a beaucoup de gens autour de nous qui travaillent en couple et à deux, et c'est pas toujours facile, mais c'est ce qui nous convient. Et donc pour moi, non, ça n'a pas du tout été un échec. Au contraire, c'était revenir à ce qu'on sait faire. Et puis, comme ça fait quasiment 1 an là, donc comme ça fonctionne, donc du coup, prouver qu'on a fait le bon choix. Tu es rassurée aussi sur le choix que vous avez pu faire. Je te dis pas que ça t'a pas fait peur. Au début, ça m'a fait un peu peur. Je te dis pas. En plus, j'étais quand même attachée aux personnes avec qui on travaillait. Il y en a 2 sur 3 qui sont parties d'elles-mêmes. Mais la dernière personne, franchement, ça n'a pas été facile parce que je me suis dit, c'est dommage, on pourrait faire quelque chose de bien. Donc, je te dis pas que ça a été un choix où je me suis dit, c'est bon, on vire tout le monde. Non, mais je vais plus voir personne. Voilà. mais finalement, ça a été une décision difficile à prendre. Mais aujourd'hui, la dynamique est bonne et c'est très bien comme ça. Est-ce que tu veux retirer une petite carte, s'il te plaît ? Entreprendre avec son conjoint, oui, voilà, on en parlait, on est bien. Parce qu'on a fait une autre émission ensemble, une table ronde l'année dernière sur entreprendre en famille. C'est vrai.
Entreprendre en famille, avec son conjoint. Comme je te disais, nous, on s'est connus collègues avant tout. Donc, on n'entreprenait pas, mais on était déjà dans une relation de travail avant d'entreprendre. Pour moi, la partie entreprendre avec son conjoint, il y a une difficulté principale qui est au final plutôt administrative et logistique, qui est le fait que prendre des vacances ensemble, ça implique fermer la boîte si on n'est que deux. Qui est, s'il y a un souci quelconque, ça se répercute sur les deux, qui est si la boîte a un problème financier, ce qu'on a déjà traversé en 6 ans, il n'y a personne qui a un revenu qui va venir soutenir le foyer. Donc pour moi, la difficulté, elle est vraiment administrative et logistique. Le reste, ça se gère. C'est le côté, vraiment travailler ensemble sur le côté humain, ça se gère. C'est des petites disputes, évidemment, hein, mais... nous en tout cas ça va mais parce que vous arrivez à en discuter. Oui. Vous discutez beaucoup oui, bien sûr, c'est pas toujours facile hein. Parce que comme je te disais, c'est vrai que sur la vision de l'entrepreneuriat et la vision de comment mener nos journées, elle est vraiment opposée. Sur comment interagir avec nos clients. Donc c'est vrai que ce côté-là, il n'est pas très facile parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Donc il faut forcément que sur certains trucs, il y en ait un des deux qui lâche. Et c'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours le même, évidemment, qui lâche. Donc il y a des choses pas faciles. Mais là, pour moi, ça rentre pas dans le cadre d'entreprendre avec son conjoint. Ça rentre dans le cadre d'entreprendre avec quelqu'un qui a une vision opposée. Au final, qu'on soit conjoint ou pas, quand on a une vision opposée, il y a des difficultés. Donc pour moi, la partie vraiment difficulté avec son conjoint, c'est la partie logistique, administrative, financière, qui fait que quand il y a une difficulté, personne n'est là pour soutenir sur une autre partie d'une autre activité, quoi. Vie pro, vie perso. Parce qu'en plus, alors, pourquoi est-ce que j'ai séparé vraiment les deux cartes ? C'est parce que je sais qu'avant, vous aviez des locaux et que maintenant, vous êtes revenus chez vous. Ouais. Donc, il y a quand même pas mal de paramètres qui font que vraiment, comment est-ce que vous faites pour mélanger ces deux aspects ensemble ? Alors, c'est très simple, ça s'impose à nous. Bon, déjà, on a un bureau, une pièce. On a la chance d'avoir, quand on a prévu notre maison qu'on a construite en étant déjà entrepreneur, donc on savait qu'on aurait besoin d'avoir une pièce de travail, même si on avait des locaux externes, on savait qu'on avait besoin d'une pièce de travail. Donc, on a une pièce qui est dédiée au travail. Donc, déjà, on a quand même cette limite où, si je suis à mon ordinateur en train de travailler, si je suis dans la cuisine en train de faire à manger, je ne suis pas en train de travailler, on a quand même cette limite. Après, là, aujourd'hui, franchement, la limite, elle est hyper simple, c'est qu'on a un enfant qui est gardé en crèche et que quand il est avec nous, on ne peut pas travailler. Donc, c'est très simple. Quand il n'est pas là, on travaille. Quand il est là, on ne travaille pas. La limite, elle est super facile. Après, quand on a besoin l'un ou l'autre de terminer quelque chose, pendant qu'il est avec nous, il y en a un qui part avec lui et l'autre qui travaille. Mais c'est simple, quand il est à la maison, on bosse pas. Donc ça s'impose à nous, on n'a pas le choix. Après, je pense qu'on sait s'adapter aussi, tu vois. On pourrait être assez réfractaire à ça et se dire, non, on est entrepreneur, on a besoin de travailler tant de temps, j'ai besoin de finir. Enfin, tu vois, on pourrait avoir de la réticence et être frustré par ça, mais au final, juste après, je pense qu'on a aussi évolué dans notre développement personnel. Il y a un âge où j'aurais pas réagi comme ça. Là, aujourd'hui, je me dis, ça marche comme ça. Mais ça te fait relativiser d'avoir un enfant. C'est que le business, au final, tu te dis, c'est un aspect de ma vie, mais c'est pas ma vie entière. C'est clair. Après, moi, j'y vois quand même aussi un moyen de construire quelque chose alors pas forcément à transmettre parce que il est beaucoup trop petit pour qu'on envisage de lui transmettre une entreprise, mais en tout cas j'ai quand même besoin d'avoir une entreprise qui tourne parce que j'ai besoin d'avoir des fonds pour lui construire un avenir, tu vois. Je peux pas vivre au jour le jour en me disant on verra ce qu'on mange demain, quoi. C'est quand même un aspect important parce qu'en plus mon mari est dans la même entreprise, donc on a besoin que cette entreprise génère des fonds suffisants pour avoir une vie qui nous permette d'offrir un avenir à notre fils. Donc c'est quand même pas relégué au second plan, mais effectivement en termes d'équilibre au quotidien... C'est un moteur. Voilà, exactement.
c'est ce qui va nous permettre aussi. Puis on a envie de la garder aussi, cette entreprise, parce qu'on sait que retrouver un format de salariat, c'est retrouver un format qui nous est imposé, parce que tu commences pas à l'heure que tu veux quand tu es salarié. Enfin, en tout cas, je connais pas beaucoup d'emplois salariés où tu fais les horaires que tu veux, où tu travailles quand tu veux. Et du coup, ça nous imposerait une vie perso aussi beaucoup moins flexible, que là, on décide de nos horaires et bon, voilà, après, c'est comme ça qu'on y trouve notre équilibre. Et franchement, c'est ce qui nous convient. En 6 ans d'entrepreneuriat, est-ce que est-ce que tu as déjà fait un espèce de petit bilan de savoir quelles ont été vos réussites, quelles ont été un peu vos erreurs, les obstacles que vous avez dû surmonter ou les facilités que vous avez pu avoir? Ouais, alors moi, il faut savoir que je suis une Tu fais des droguée bilans annuels. Ouais, c'est ça, annuel, mensuel. J'ai mes trucs, tu vois, j'ai des indicateurs de performance, etc. Non, c'est génial. Et bon, il y en a plein qui me disent mais tu perds ton temps. Mais moi, j'ai besoin d'avoir ce fil conducteur où je vois comment avancent mes objectifs. Après, c'est vrai que même des fois, d'un début à une fin d'année, les objectifs que je me suis fixés en début d'année, ils sont autres en fin d'année. Oui. Par rapport aux opportunités qui se présentent à nous. Parce qu'au final, quand on a une opportunité assez intéressante, on va pas se dire « Ah bah non, parce que du coup, mon objectif, c'est ça. Ah non, je prends l'opportunité, je la saisis, et si ça doit changer mes objectifs, on ajuste. » Pour moi, les objectifs, ils sont pas là pour nous contraindre, mais au contraire, pour nous mettre une ligne d'arrivée et voir si ce qu'on voulait faire est atteint. Et c'est vrai que mes objectifs, ils sont en fait très cartésiens, quoi. C'est très... j'ai besoin de tant de clients de ce produit, j'ai besoin d'optimiser ma visibilité sur ces plateformes, etc. Après, on fait toujours un bilan aussi bien-être. Ok, ça a marché, mais est-ce qu'on a envie de continuer à faire ça? Il y a des Parce choses que tu t'es senti moins bien, ou Jeanne s'est sentie moins bien. Tu vois, il y a quelque chose qu'on fait depuis peu, c'est que même quand on est dans une période où on va se dire, bon là, en termes de visibilité de chiffre d'affaires, il faut qu'on cherche un peu plus de travail, on va quand même se dire, là, on a eu un entretien, je sens pas ce projet. Ouais. Je sens qu'on va pas arriver à faire quelque chose qui correspond au client, pas pour des raisons de compétences, parce que ça nous fait pas peur. On sait qu'on est compétent dans ce qu'on fait, et s'il nous manque des compétences, on sait qu'on saura bien s'entourer, qu'on saura monter en compétence sur ce qui nous manque, donc il y a pas de souci. Mais ça va être, on sent que dans la relation avec le client, il va y avoir un manque de compréhension, il va y avoir quelque chose où il va pas être satisfait de ce qu'il attend. Et donc, on va dire, on va pas y aller parce que ça va être plus prise de tête qu'autre chose. Même des fois, dans la relation humaine, on peut pas tous s'apprécier. Oui. Il y a des fois où on se dit, là, celui-là, on n'y va pas parce qu'on sent que ça va pas matcher, quoi, dans la relation. Et voilà, ça, c'est quelque chose qu'on s'autorise à faire depuis 2 ans, je dirais. Est-ce que tu dirais que vous avez eu certains obstacles à surmonter durant ces 6 ans? Évidemment, dans l'entrepreneuriat, il y a des obstacles. Je pense que notre plus gros obstacle, c'est... Je sais pas si on peut appeler ça un obstacle. C'est un défi, en fait. C'est justement d'apprendre à vendre. Parce que d'aimer vendre, en fait. Aujourd'hui, j'aime pas encore, mais c'est en train de venir. Je suis sur la bonne voie. Parce qu'en fait, quand on a une entreprise, on vend un produit qu'on a créé pour répondre à un besoin. Et quand je discute avec quelqu'un et que j'identifie une offre qui pourrait l'aider, mais je peux que avoir envie de lui vendre puisque je l'aide, en fait. Et en plus, on s'attache à avoir des tarifs justes qui nous permettent d'être rentables, mais qui permettent à la personne de profiter de ce qu'on lui propose pour un tarif qui nous paraît absolument aligné avec son besoin. Donc, quand tu as cette optique-là, tu peux que aimer vendre, en fait. Mais j'y suis pas encore. Mais j'y travaille. C'est un mindset, je pense, parce que je pense que c'est... voilà, il y a une offre, il y a un besoin. L'essentiel est de les mettre en face. Et sans faire de forcing, je t'explique ce que je propose. Je t'explique comment ça peut t'aider. Et si tu vois un intérêt, on va bosser ensemble. Et en termes de perspectives d'avenir, est-ce que vous avez des aspirations un peu pour... à court ou moyen long terme, mais de choses que vous avez envie de mettre en place, que vous testez, que vous faites au fur et à mesure? Alors, il y a quelque chose qu'on a testé et j'ai bon espoir que ça marche parce que
c'est le format que je préfère consommer, mais après, on n'est pas tous pareils. Peut-être que nous, on travaille beaucoup au niveau local parce que c'est une cible qu'on connaît bien. C'est vrai qu'en se concentrant chez nous, notre perspective, elle ne va pas être d'avoir plus de clients au niveau géographique. Et ce qu'on envisageait de mettre en place, c'était quelque chose d'hybride dans de l'accompagnement entre guillemets à distance et en présentiel. Je t'explique. Quand j'accompagne quelqu'un dans une prestation, je répète tout le temps la même chose. Parce que les conseils de base, c'est des conseils théoriques, c'est tout le temps pareil. Par contre, leur application, elle va être vraiment différente. Nous, notre objectif, c'est pas de faire tout pour les entreprises, c'est de leur donner les clés pour le faire. Déjà parce que si tu veux une agence qui t'accompagne tout le temps, ça coûte beaucoup d'argent et il n'y a pas d'entreprises qui ont des milliers et des milliers d'euros de budget mensuel en communication au niveau local. Et donc, puis ça impliquerait aussi que l'entreprise puisse se déplacer au quotidien, voire toutes les semaines. C'est ça, donc ça impliquerait qu'on ait encore des salariés, le format que pour l'instant on ne veut plus. Donc du coup, moi, mon idée, c'est les entreprises, elles ont besoin d'augmenter leurs compétences en communication. Soit elles ont quelqu'un en interne, mais bon, même s'il y a une chargée de com, elle sait pas, ou une chargée de com, il ne sait pas forcément gérer tous les aspects de la communication, aussi bien les relations presse qu'un site web, que de la création graphique. Personne ne sait faire tout ça très bien. Et, ou alors, parfois, ce qu'on voit souvent dans les entreprises, c'est qu'il y a quelqu'un il y a une équipe commerciale dont une ou deux personnes qui ont une sensibilité à la communication vont prendre en charge ces missions. Et donc, pour nous, l'intérêt d'une entreprise, elle est dans le fait de nous déléguer certaines choses, mais soit le chef d'entreprise, soit quelqu'un qui va gérer un peu la communication, va obtenir des clés pour gérer un petit peu en autonomie tout ça. Et comme je dis tout le temps la même chose, moi, mon idéal était de créer un format hybride avec de la consommation de contenu en autonomie par l'entreprise ou les collaborateurs. Des styles de formation. Ouais, de la vidéo, des choses, du contenu écrit, peu importe la forme. Et moi qui ponctuellement interviens dans des ateliers pour mettre en pratique ces acquis en autonomie. Eh bien, figure-toi que les gens sont très frileux à cette partie autonomie, mais j'ai pas encore réussi à standardiser ça. Et je sais pas si je vais poursuivre, si c'est un vrai objectif ou si je vais me dire ok, le secteur est pas prêt. Je sais pas dans quelle mesure je suis prête à faire le forcing là-dessus. En tout cas, il y a des choses qui sont faites et que je peux proposer. Ça, c'est un objectif que je sais pas si je vais pousser là-dessus ou pas. Alors, on va arriver sur la dernière question. On a parlé, on a parlé de facilités que vous aurez pu avoir, notamment par le réseau. Ouais. Écoute, il est plutôt, elles sont plutôt bien prévues, tes cartes, parce que c'est ce dont on a parlé dès le début, l'importance du réseau professionnel. Pour nous, on accompagne les gens dans la communication, mais si tu regardes bien, nous, on ne fait pas énormément de communication. Non. C'est-à-dire qu'on n'a pas des réseaux sociaux alimentés. Par contre, vous avez une super newsletter. On a une newsletter, c'est vrai que j'aime beaucoup. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est de la com et c'est du réseau. Parce que quand tu envoies des newsletters, tu t'adresses directement à quelqu'un, tu crées une relation avec la personne qui est différente de posts qu'on va publier sur les réseaux sociaux. Je crache pas du tout sur les réseaux sociaux, au contraire, je trouve que c'est un super outil. On conseille à plein de nos clients de l'intégrer dans leur stratégie numérique. C'est juste que nous, notre stratégie, on peut pas être partout. Non, mais c'est dur. Non seulement on n'est que deux, et en plus, c'est que moi qui gère la partie communication de notre entreprise, qui ne peut pas être 100% de mon temps. Donc, au final, j'ai des choix à faire. Et c'est vrai que moi, mon choix, il se porte sur le réseau. Il se porte sur, tu vois, développer des relations avec des gens et comme aujourd'hui, discuter ensemble de choses qui vont participer à la visibilité. Mais au final, pour moi, le réseau, c'est un élément de communication et c'est le numéro 1 dans notre entreprise, c'est notre réseau. C'est discuter avec des gens, c'est contacter des gens sur les réseaux sociaux pour échanger sur nos compétences et pourquoi pas se partager des contenus pour développer notre audience. Voilà, c'est le plus important pour moi, le réseau professionnel. D'autant que je fais partie d'un réseau que tu connais, dont on a parlé tout à l'heure, qui est BNI. Et pour moi, ce genre de réseau, alors c'est un réseau mondial, c'est pas du tout... local. Ouais, c'est pas du tout qu'un réseau. Il y en a 3 au niveau local, mais chaque ville... Ah, 3 Oui, il y a Ajaccio, il y a Bastia et il y a Porto Vecchio. Ok, il y a 3 réseaux, je savais pas du tout qu'il était à Porto Vecchio.
Ouais, ça fait quelques années. Et il me semble qu'il y en a un qui va se construire ou qui est en train de se construire en Balagne aussi. Ok. Mais c'est un réseau à la base qui est mondial, sur un format très américain, auquel on adhère ou on n'adhère pas, mais après, chaque groupe au niveau local adapte à son format. Et pour moi, que ce soit ce réseau-là ou un autre d'ailleurs, pour moi, le réseau professionnel, c'est vraiment le meilleur moyen d'être visible, mais aussi en tant qu'entrepreneur, de se développer, d'avoir des nouvelles idées. Ça, c'est le plus important. Tu es très engagée dans le BNI. Tu m'as invitée 2 fois aussi. Je remercie encore pour ces invitations. J'ai adoré, moi, le BNI et voir comment vous fonctionnez. Est-ce que tu peux un peu nous parler du BNI et de pourquoi est-ce que tu as été autant engagée dans ce réseau-là ? Bien sûr. BNI, c'est un réseau, donc, comme on disait, mondial, qui regroupe des chefs d'entreprise. Le but, c'est de faire ce qu'on appelle du business décomplexé. C'est-à-dire, on se réunit une fois par semaine. À Ajaccio, c'est tous les vendredis matins. Il faut être invité pour pouvoir intégrer le groupe. Il y a une notion de non-concurrence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 personnes qui peuvent proposer le même type de prestations au sein d'un même groupe. Et l'objectif est de s'échanger du business. Donc, moi, par exemple, lorsque j'ai un client à qui je vais faire le site web, si il va me dire que il a besoin de flyers, je vais faire intervenir la graphiste qui est dans le groupe. Oui. S'il a besoin de... Alors, c'est vrai qu'on va travailler pas mal en sphère professionnelle, mais ça peut être aussi, je connais quelqu'un qui a un dégât des eaux, je vais pouvoir appeler le plaquiste du BNI pour refaire les travaux. Donc, c'est pas que vraiment sur un réseau dans un domaine d'activité précis. Il y a vraiment tout type de domaines qui sont représentés au BNI. Et j'ai eu la chance d'intégrer le réseau dès sa création en mai 2019, le jour de mes 30 ans. C'est pas beau. C'est pour ça que tu connais encore la date, quoi. Oui, 31 mai 2019. Et c'est vrai que dès le début, j'ai beaucoup aimé ce format parce que c'est hyper bienveillant. Les membres travaillent ensemble dans une synergie où après on peut pas s'aimer tous. Je pense qu'il y a parfois des non-affinités, mais juste on peut ne pas se faire travailler. On peut on est nombreux, quoi. Donc et franchement, il y a une super bonne dynamique. En tout cas, à l'heure où je te parle, il y a une super bonne dynamique dans les membres et leur bienveillance. Et c'est vrai que si tu t'investis dans le groupe, tu as quand même beaucoup plus de chances d'en tirer un bénéfice financier. Honnêtement, tous les gens qui sont dans le groupe, ils n'y sont pas que pour l'objectif financier. Je te mentirais en te disant qu'on n'est pas là pour travailler, on est là pour bosser. Et si on nous fait des recommandations, on est très content de les prendre. Par contre, il y a vraiment une dimension humaine qui est égale, voire parfois supérieure à ce qu'on peut en tirer financièrement. Parce que quand on est chef d'entreprise, on peut être seul, des fois, dans ses problématiques. On peut avoir besoin d'échanger. Et puis, il y a une histoire de réseau aussi. On peut ne pas avoir besoin que de clients. On peut avoir besoin de collaborateurs. Donc, on peut facilement demander au réseau si on a des CV à nous partager parce qu'on veut embaucher quelqu'un. Puis, comme on est au niveau local aussi, c'est quand même assez facile d'avoir des relations. On peut avoir, tu vois, par exemple, j'avais besoin de contacter un groupement dans la restauration pour mon nouveau produit. Et j'ai juste posé la question en réunion et il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'elles connaissaient quelqu'un, qu'elles avaient un contact et qu'elles m'ont donné. Tu vois, c'est même pour avoir juste un contact. Oui. Donc, c'est super partager intéressant. Après les réseaux de chacun. Exactement. Donc, chacun partage son propre réseau. T'imagines, au final, sur 40-50 personnes, comme c'est exponentiel, quoi. Et en plus de ça, on se partage du business, c'est-à-dire que on va s'envoyer des clients et ça va nous permettre de générer du chiffre d'affaires. Franchement, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'en moyenne, on fait 1 million par an, quoi. À 40. C'est ouf. Tu vois, juste avec ce réseau et juste en se voyant 2 heures par semaine, quoi. Ouais. C'est fou. Et donc, ta question sur l'implication, c'est que tu as même été présidente. Oui, j'étais présidente, vice-présidente, secrétaire trésorière. J'ai fait tous les postes. Mais déjà parce que j'aime m'impliquer dans ce groupe, parce que je trouve que puis on n'est que 40, tu vois, donc à un moment donné, il faut que chacun donne de son temps pour que le groupe vive et aille dans le bon sens. Et puis le groupe m'a tellement donné au départ. Comme je te disais, nous, on s'est lancé peu avant que j'intègre le groupe. Et c'est le réseau qui nous a fait vraiment faire que on s'est bien lancé, que aujourd'hui je dois rendre ce qu'on m'a donné aussi, tu vois, même si c'est pas les mêmes personnes qui sont dans le groupe depuis. Mais le réseau m'a tellement aidé au début que
j'ai un devoir de le lui rendre. Je pense que là, en 5 ans, je lui ai bien rendu, mais comme c'est un plaisir, je vois pas pourquoi j'arrêterais. Si le groupe m'accepte dans les postes que je sollicite, je vois pas pourquoi j'arrêterais. En tout cas, ça a été un plaisir de discuter avec toi. J'avais hâte. Ça fait déjà quelques semaines qu'on s'est dit qu'on allait faire cette interview. Est-ce que tu voudrais aborder en dernière partie quelque chose que j'aurais peut-être omis de te parler, une question que tu voudrais aborder, une problématique ou au contraire une opportunité? Je n'étais pas prête. Non, franchement, je suis toujours... C'est la question piège. J'accompagne tout le temps mes clients dans leur communication et on ne parle que d'eux. Et là, le fait d'avoir parlé de moi et de mon entreprise pendant je ne sais pas combien de temps, c'est déjà énorme. Je n'ai pas l'habitude du tout. Alors, est-ce que c'est une petite thérapie? C'est ma question de fin. Est-ce que ça a été une petite introspection sur toi? Ouais, franchement, c'est pas un exercice facile. C'est vrai? Parce que tu es hyper à l'aise. Ouais, non, mais en fait, j'arrête pas de vouloir te renvoyer la question. Et du coup, c'est pas du tout le sujet, donc je le fais pas. Mais à chaque fois que tu vois, j'ai envie de te dire, et toi, du coup, le réseau professionnel, ça a quelle importance? Mais du coup, c'est assez... le côté unilatéral est un peu un exercice difficile. Mais sinon, oui, c'est une mini-thérapie. Ouais. En plus, il se trouve que moi, j'ai mon année, elle commence au 1er septembre, pas au 1er janvier comme d'autres entreprises. Et donc, du coup, là, vu qu'on enregistre fin août, je suis absolument dans le bilan année précédente et lancement des objectifs. Oui, donc en plus, donc, ça tombe super bien. C'est un super timing. En tout cas, encore merci pour ton temps. Merci à toi, de ta présence, de tout ce que tu as partagé et voilà. Merci pour ton invitation, André. Je ne savais pas comment finir cette phrase. Si vous avez aimé cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Capsule Entrepreneuriat. Vous pouvez activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties. Et puis si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, pensez également à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Tous les liens sont dans la description. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Capsule Entrepreneuriat, sur Instagram, LinkedIn et bientôt TikTok. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, des bons plans et aussi des invitations aux événements que l'on organise.